La question de la destruction, pourquoi j'ai répondu à cet appel-là? Parce que la question de la destruction m'apparaît centrale chez Bergogneau. Elle m'apparaît centrale surtout dans ses carnets. Surtout dans ses carnets, dans l'espèce de massif dense de ses carnets. Hein. Donc, ça fait 5000 pages, un petit peu moins de 5000 pages, avec les dernières publications là, du carnet en mars dernier, février ou mars dernier, 2011-2015. Donc, c'est une entreprise qui a commencé en 1980, qui se rend jusqu'en 2015. Donc, et même, ça se poursuit à l'heure actuelle. Donc, juste situer un peu tout ça. Donc, les carnets de Bergogneau sont vissés, littéralement. Ils sont, comment dire, j'emploie la métaphore de la vis à dessin, sachant que Bergogneau est un sculpteur, un soudeur, un visseur au quotidien, et surtout dans sa maison au bord. Donc, il y a 3 moments importants dans ces carnets-là sur lesquels il revient de manière obsessive. C'est vraiment une répétition du même, un ressassement assez spectaculaire. Pendant des décennies, les 3 mêmes événements reviennent, à savoir le premier, la naissance à Brive, bonjour. Donc la naissance à Brive en 1947, donc à Brive-la-Gaillarde. C'est là où il naît, en Corrèze, dans ce qui est appelé en fait le Pays Vert. Et donc sans arrêt cette éclosion, cette venue au monde dans un lieu sombre, un lieu vraiment peu lumineux à côté du fameux Quercy sur lequel il revient toujours. Donc cette naissance est placée sous le signe là, de l'ombre, de l'étouffement, du marécage, de ce que lui il appelle en patois la gouille. La gouille, c'est-à-dire s'enfoncer dans le marécage jusqu'aux genoux et ne pas être capable d'en sortir. Donc c'est un mot patois qu'il reprend sans arrêt comme extrêmement évocateur de toute son enfance corrézienne, à Brive-la-Gaillarde en particulier. Deuxième moment sur lequel il revient, c'est 1964, à 17 ans. C'est obsessif. C'est presque à chaque page, pendant des décennies, il refait son parcours de petit corrézien vers Limoges et ensuite vers Bordeaux, c'est-à-dire la sortie de l'enfance et la fin de l'adolescence, on va dire ça comme ça. Et la décision que lui-même n'a pas prise, hein, on finit par le comprendre, mais c'est très long avant de le comprendre, la décision qu'il n'a pas prise d'aller étudier à l'école normale, ou en fait de faire ce qu'on appelle l'hypocagne, la cagne, et donc tout le parcours de l'école normale supérieure. Donc ça, c'est en 1964, c'est un arrachement profond à son milieu d'origine, et c'est en même temps sa chance. Troisième moment, c'est le moment du début de rédaction des carnets en 1980. Ça correspond à 2 choses. Donc, le début de rédaction de ses carnets est la naissance de son second fils, Paul, qui, à sa naissance, est très malade. Il passe proche de le perdre et c'est ce qui déclenche l'écriture des carnets. Donc, une espèce de quête du présent qui se met en place en 1980. Donc, ces 3 moments-là sont les 3 moments clés de toute la pensée de Bergogneau. Son univers tourne autour de ça. Et la question de la destruction se retrouve dans chacun de ces 3 pôles-là. Le premier, donc, en Corrèze, il le dit littéralement à plusieurs reprises, il emploie l'expression, c'est une destruction de l'esprit. C'est une manière la Corrèze est une sorte de complot, on peut dire ça, des éléments contre la vie intellectuelle, contre le monde dans lequel il va vivre toute sa vie à partir de 1964. Ça, c'est la première dimension de la destruction. La deuxième, c'est celle de Limoges, sa vie d'étudiant, qui correspond paradoxalement à la destruction de sa vie d'enfance. Donc, il va faire à l'envers, finalement, tout le parcours qu'il avait fait quand il était petit, donc quand il était dans l'enfance. Et toute sa vie d'étudiant, finalement, il passe à détisser ce de quoi il était tissé. Et c'est une destruction de l'individu Bergogneau, de l'individu né en Corrèze, avec un fort accent, avec une sorte d'enracinement dans le paysage. Hein. J'emploie le terme à dessein parce que c'est un homme pour qui l'arbre importe beaucoup. Et le troisième destruction, c'est à Gif, ou à Gif en fait, en banlieue parisienne, là où il habite avec sa femme, ses 2 fils, pendant des décennies. Et à Gif, donc, il apprend à vivre avec la destruction du temps, la destruction des êtres chers, destruction donc, en particulier donc, de Troyes. Son grand ami Norbert, qui va mourir en fait des suites d'un accident dans les Alpes, et il va passer 2 ans et demi dans les carnets à s'adresser à Norbert, qui ne répond plus.
Donc ici c'est infiniment triste, là, tout ce passage-là, et c'est une constante dans la vie de Bergogneau. Les êtres les plus chers disparaissent et deviennent muets. Le deuxième, c'est son père. Dans le deuxième carnet, en fait, début des années 90, son père est atteint d'Alzheimer, comme beaucoup d'écrivains de cette génération. Et donc, en s'adressant à son père, progressivement, les réponses se détissent, se défont. Tout son passé corrézien, qui était finalement l'intermédiaire, était son père. Il obtenait des réponses à ses questions sur son ascendance par son père. Tout à coup, ça devient complètement flou. Il est obligé de se fier à des photos, à des archives complètement imparfaites, oui, souvent éparpillées aux quatre coins de la France et même en dehors de la France, pour certains, même en Allemagne à un certain moment. Donc, cette destruction du temps à GIF est liée aussi à la troisième perte. C'est dans le quatrième carnet 2011-2015. Sa mère meurt exactement au moment des attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Donc, le même jour, sa mère décède, mais ça a été précédé de 6 ans de dialogue avec quelqu'un qui ne répond plus encore. Donc, une destruction littéralement du circuit de la parole, de la circulation, de la conversation, une destruction du jeu, de l'échange. C'est comme s'il s'adressait finalement à lui tout seul. Pendant toutes ces années-là, si on additionne, ça fait quand même énorme. C'est 2 ans et demi avec son ami Norbert, 5 ans, presque 6 avec son père et encore 6 avec sa mère. Donc, sur les 40 ans que couvrent les carnets, il y en a à peu près 15 qui sont consacrés à des conversations avec des gens qui ne répondent pas. Donc voilà, pour cette constante dans la vie de Bergogneau. Chacun de ces moments-là, donc Brive en 47, Limoges en 64, et puis GIF en 1980 jusqu'à aujourd'hui, est ambigu. Il n'y a rien qui va de soi, tout est ambivalent. Chacune des destructions est porteuse d'une résurrection, et inversement, chaque résurrection a un goût amer où on sent à chaque fois qu'il l'évoque, et il l'évoque souvent, une perte irrémédiable de ce qu'il appelle, il y a toutes sortes de métaphores, là. Il y a un circuit métaphorique assez impressionnant, là, de la vie première, l'origine, le matin des origines, c'est même le titre d'un de ses courts récits. Il y a tout un champ métaphorique qui s'emploie à développer sur cette perte essentielle du départ, de là où il est né. Donc, Bergogneau, pour essayer de placer son ambiguïté, j'emploierais un concept d'un théoricien que j'aime beaucoup, qui est Vincent Kaufmann. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être lu l'équivoque épistolaire là, sur donc, Vincent Kaufmann aime beaucoup prendre à contre-pied les lieux communs de la théorie. Il avait montré dans l'équivoque épistolaire, entre autres, que on ne s'adresse pas à l'autre dans l'épistolarité pour, comme on dit la théorie de base, pour le faire vivre, mais en fonction de sa mort prochaine. Donc, inversement, donc, l'épistolaire est une manière de s'adapter finalement à la mort de l'être cher. Donc, contre-pied du lieu commun sur la théorie en épistolaire. Donc, Vincent Kaufmann vient de publier un livre donc, chez Furore en Suisse, donc une nouvelle maison d'édition de l'essai littéraire, soit dit en passant, vraiment stimulante, dans laquelle Kaufmann parle de cette question de l'héritier dans la figure de la littérature contemporaine. Il dit, au fond, peut-être que l'écrivain, au lieu d'être un héritier, de tracer des filiations de notaire là, dans son ascendance, peut-être que l'écrivain contemporain serait beaucoup plus un déshéritier. Quelqu'un qui, pour arriver à placer sa voix, fait le ménage. Donc, il fait place nette. Ôtez toute chose que j'y vois, comme disait Paul Valéry. Faites de l'air pour que je puisse parler. Donc, l'écrivain, ce sera peut-être plus quelqu'un qui déshérite que quelqu'un qui hérite. Et en même temps, bien sûr, il y a toute une tradition de la rupture qui se met en place, dans laquelle je pense que Bergogneau s'inscrit malgré lui. Tradition de la rupture qui correspond assez avec la modernité des Lumières. Donc, ça, je vais développer ce point-là. Mais juste avant, c'est le bémol que je mettrais à la thèse de Sylviane Coyot-Dublanchet, qui a parlé de la province en héritage à propos de Millet, Michon et Bergogneau, donc les 3 écrivains du Limousin. Elle en a fait, à juste titre, je pense, là, des héritiers de tout un savoir ancestral, un patois, et en même temps, je pense qu'il faut ajouter le bémol que, en fait, ce sont aussi des déshéritiers. C'est, à preuve, par exemple, Pierre Bergogneau a de la difficulté à faire passer tout ce qu'il sait de son enfance natale à ses enfants. Il le dit souvent, ses enfants ne sauront rien, ça ne voudra rien dire pour eux, la Corrèze. C'est un endroit comme un autre, ça se neutralise, il n'y a presque plus rien d'intéressant pour eux là-dedans, c'est juste pour faire plaisir aux parents qui viennent en vacances, finalement, mais aussitôt qu'ils ont l'occasion, ils s'en vont à l'autre bout du monde, à Bali, aux États-Unis, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, c'est un déshéritier.
au sens où il revient, il y a cette phrase-là qui revient de manière obsessive dans les carnets, là, la phrase de Mallarmé, là, vous savez, que Mallarmé a donné à la toute fin de sa vie par sa femme, donc il n'y a pas d'héritage, mes enfants. Et Bergogneau revient toujours là-dessus. Là. C'est une phrase qui le hante visiblement, de ne pas laisser d'héritage, d'avoir un héritage négatif, d'être une forme de déshéritier et de lui-même pas être capable de renverser la tendance. Il y a un sentiment d'impuissance profonde. Néanmoins, on peut dire, je pense qu'on peut rattacher Bergogneau à une certaine filiation, tradition de la rupture, comme je le disais, en évoquant 3 noms qu'il aime profondément, comme j'allais dire, dont il suce la moelle, là, vraiment. Là, il va tirer tout ce qu'il peut de ces 3 noms-là, Faulkner, Bourdieu et Descartes. Je pense que ce serait la trilogie de Bergogneau. Donc Faulkner, pourquoi? À cause du peuple, la question du peuple et de la transformation de la notion de narrateur, sur laquelle il revient. En fait, il développe ça un peu partout, mais surtout dans le style comme expérience. Donc l'idée de Bergogneau est la suivante. Le peuple n'a jamais eu la parole réellement. À partir du moment où l'écriture a été inventée depuis les Sumériens, c'est toujours une caste qui a eu la parole, et une caste qui s'énonce toujours depuis des privilèges, évidemment, d'éducation qui se retransmettent d'héritier en héritier en héritier. Et évidemment, Bergogneau, ce qu'il appelle son sentiment d'être jacobin, s'érige contre cette transmission que lui juge très, très critiquable. Et pour lui, Faulkner est le moment pivot de ce renversement. De manière où, par exemple, donc Faulkner tue le narrateur traditionnel, donc il fait s'évanouir la narration dans des voix multiples, dans une espèce de polysémie narrative. Et pour Bergogneau, c'est un moment clé. Mais lui-même, dans ses propres récits, si vous l'avez lu un peu, en est absolument incapable. C'est encore un narrateur très centré, c'est une voix qui parle d'elle-même, donc il y a un sentiment d'impuissance par rapport au géant Faulkner. Le deuxième, Bourdieu, c'est évidemment la question de l'héritage qui l'intéresse. Le fait que l'ascenseur social soit littéralement brisé, tout normalien qu'il soit, Pierre Bergogneau, il en est évidemment bénéficiaire par certains côtés, mais en même temps, il est profondément attristé de voir que cette idée de l'école qu'il porte au plus haut point, il a écrit des livres, Bergogneau, très très difficiles, mais en même temps, il a écrit des livres, il ne faut pas l'oublier, Aimer la grammaire. À l'usage des collégiens. Donc, c'est quelqu'un qui croit en l'école, qui croit en la possibilité d'enseigner, de changer les choses par l'éducation. Et je vais vous donner quelques citations dans ces carnets qui vont vous montrer que pour lui, ce qui est détruit d'abord et avant tout, c'est l'école. Il y a un sentiment de destruction profonde de son idéal dans l'école, et l'école primaire et secondaire en particulier. Et le troisième, il est plus surprenant, c'est Descartes. Ça m'a pris beaucoup de temps à dégager cette figure de Descartes, mais j'aurais dû être plus rapide. Il a écrit un livre qui s'appelle « Une chambre en Hollande », où il raconte l'histoire de comment le discours de la méthode est né. Et en fait, je me rends compte que Descartes, dans sa pensée à Bergogneau, il l'associe à la question du fer, de ce que lui appelle la ferraille. Donc c'est un sculpteur, hein? Bergogneau, il ramasse toutes sortes de ferraille dans le pays corrézien et il en fait des nouvelles sculptures. Il soude tout ça pendant ses vacances l'été au Bordes, donc c'est en Corrèze, alors que 11 mois par année, il revient à Gif avec sa famille, écrire. Il dit le triste temps d'écrire est revenu, par exemple. Ça, c'est dans ses carnets en 2001. Le triste temps d'écrire est revenu, c'est-à-dire les 11 mois qu'il va passer à essayer de s'expliquer avec son départ de la Corrèze, qu'il rejoue à chaque année de manière obsessive en passant 1 mois au bord, à sculpter, à oublier l'écriture, à oublier la lecture et à n'être que présent dans le paysage. Voilà. Donc, pour la trilogie, Descartes est associé au fer parce que je m'en suis rendu compte dans un livre qui s'appelle Simple Magistraux, etc. Là, c'est encore chez Verdi dans la collection jaune, où il raconte que tout enfant, il a trouvé une immense roue en fer. Il ramenait toutes sortes de babioles chez lui déjà, tout enfant. Et cette roue en fer, pour lui, était le symbole de la sortie de la Corrèze, parce que c'était une roue de train. En fait. Il voyait les trains passer et les trains étaient la ligne droite qu'il cherchait, la fameuse ligne droite du discours de la méthode pour sortir de la végétation étouffante de la Corrèze où il était. Donc, c'est ce troisième qui est Descartes, qui est assez surprenant dans son association. Descartes, c'est la ligne droite, c'est la modernité. Et au fond, Bergogneau, c'est peut-être un homme des Lumières. Je m'en rends compte après toutes ces années de lecture-là de Bergogneau. Je pense que c'est un homme, c'est un idéaliste des Lumières, profondément déçu. C'est quelqu'un qui voit le monde contemporain comme une destruction de son idéal
typiquement 18e siècle, des Lumières, de la possibilité de la raison, de l'éducation, très Condorcet là, comme idée, très franco-français aussi là-dessus. Et pour le coup, donc, le recours à Faulkner est aussi une manière d'essayer de trouver une solution à tout ça, à cette destruction généralisée. Pour vous parler, donc, citer un peu plus Bergogneau et rentrer un peu plus dans le texte, là, j'aurais pu choisir plein de citations, j'ai choisi une tranche en particulier, vous allez comprendre pourquoi. Fin des années 90, début 2000, les quelques premières années. Pourquoi? Ben, c'est à cause du 11 septembre, évidemment. Parce qu'on s'attendrait à quelqu'un qui note de manière obsessive toutes ses impressions. On se serait attendu très facilement à ce que le 11 septembre soit pour lui le moment clé de toute destruction, puis qu'on puisse y voir un symbole général d'un effondrement de civilisation, puis pas du tout, en fait. Petite note de quelques lignes qui va comme suit. C'est Cathy, c'est-à-dire sa femme, en rentrant, qui m'apprend qu'un attentat de grande ampleur a été commis aux États-Unis. Nous prenons les informations et découvrons, comme tout le monde, l'attaque terroriste dévastatrice menée contre les tours du World Trade Center et le Pentagone. Donc, c'est le 11 septembre 2001. C'est à la toute fin de la journée où il décrit toutes sortes de choses qu'il y avait. Il est allé faire ses courses, il est allé, etc., etc. Et c'est à la fin de sa journée qu'il apprend par sa femme l'attentat. Donc, il n'y a strictement rien d'autre. Aucune autre note, à ma connaissance, dans tous les carnets que j'ai lus de bout en bout. J'ai cherché longtemps, il n'y a rien. Donc, c'est un événement qui survient presque comme quelque chose de secondaire dans son univers. Et je m'explique la chose de la façon suivante. C'est que la destruction, pour Bergogneau, elle n'arrive pas de l'extérieur. Elle arrive toujours de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est toujours par les proches. C'est pas pour rien qu'il l'apprend par sa femme. C'est que c'est une destruction de son univers presque immédiat. Toutes les notations des carnets concernent son monde du proche, son monde, c'est son fils qui passe près de mourir, c'est son ami Norbert qui devient muet, qui s'enfonce dans le silence, dans l'oubli, son père, sa mère, et tout son univers tourne autour d'une sorte je dirais, de faisceau d'attention, il y a une attention autour de lui, et c'est par là que la destruction s'immisce dans sa vie, et qu'elle se transmet jusqu'à lui, jusqu'à l'effrayer profondément. Donc, les carnets, c'est une manière aussi de contrer la destruction du temps. C'est une forme de conquête du présent. Hein. Et ça, c'est assez spectaculaire. C'est la dimension la plus visible des carnets, je dirais, parce qu'au début, en 1980, quand il se met à parler, il s'énonce toujours au présent. C'est l'arrivée du présent. Lui qui est obsédé par le passé, par son passé corésien. La tentative d'établir une parole au présent et va d'échec en échec jusqu'à ce qu'il réussisse à aménager une espèce de territoire de routine dans le présent où ça commence toujours de la même façon. Lever 5h30, écrire 2 pages, 3 pages ou des fois 4 pages dans les bonnes journées. Et ensuite, lecture au collège, les étudiants me découragent, je reviens chez moi, je fais des courses, etc. Et là, il établit comme une plateforme où il stabilise son présent jusqu'à ce que, donc, le premier carnet de 1980-1990 est publié en 2006. Donc, on n'a strictement aucune notation qui dirait qu'il est publié, jusqu'au 4e carnet où il met les épreuves à la poste du carnet précédent qui lui revient, où il mentionne qu'il est en train de terminer finalement son aventure des carnets dans une boucle qui revient à la toute fin du dernier carnet où il dit qu'il a terminé celui-là, qu'il va l'envoyer à l'éditeur. Et la prochaine notation qu'on a, c'est le carnet qu'on a entre les mains. Donc, une conquête du présent qui arrive presque au présent, finalement, à la toute fin du 4e carnet. J'ai hâte de voir comment il va sortir de cette conquête du premier. Il a réussi à vaincre la destruction du temps. En tout cas, le projet des carnets est exécuté en fin 2015. En décembre 2015, il a réussi. C'est bon. La suite est sans doute improbable parce que c'était ça le projet. C'était d'essayer d'établir une vie, d'établir une espèce de plateforme qui lui permettrait de contrer la destruction totale d'à peu près tout ce qui lui tient à cœur. Les carnets donc, sont parsemés de phrases de ce type-là, impression chronique de n'avoir pas le temps, de ne pouvoir répondre à l'urgence de la vie. Donc, c'est une tentative de contrer cette urgence perpétuelle et d'en faire quelque chose d'autre. Un autre exemple, toujours en 2001, 21 ans aujourd'hui que j'ai pris le parti de fixer la teneur de mes jours, de peur que l'oubli n'emporte tout et qu'à l'instant de finir, ce soit comme si je n'avais jamais été. Je songe encore que je suis aussi éloigné de celui qui a porté dans un cahier, la journée du 16 décembre 1980, c'est le début, que celui-ci l'était de l'élève de 6e du 16 décembre 1959, au moment où il était encore à Brive.
Mais alors qu'une sorte d'éternité sépare ces deux personnages, il me semble que 1980 est tout proche encore. Il faut me remémorer les événements tristes, terribles, interminables qui ont occupé l'intervalle pour qu'il s'étire, se creuse, que ça fasse 21 ans. Donc, il y a 3 personnages, encore et toujours, dans sa narration. Celui de Brive, celui de l'arrachement à Brive et celui du présent qu'il essaie de reconquérir. Et d'autres notes qui sont présentes, exemple, me demande chaque jour, la phrase commence comme ça, là, c'est la seule note, me demande chaque jour un peu plus ce que je fais encore parmi les vivants. Ou encore, parce que lui, il se sent fantomatique, là, retiré dans l'infini du passé. Ou en moi, béant l'abîme de la mémoire, l'enfance qui palpite, l'ignorance miséricordieuse où j'ai vécu, la saveur à jamais perdue du présent. Donc ça, c'est encore en 2001, c'est le 29 novembre. Donc le présent, sa teneur, lui échappe, lui glisse entre les doigts, et il n'y a aucune autre raison, l'écriture des carnets, que cette conquête-là. Deuxième destruction sur laquelle je reviens, je sais que je dois terminer bientôt, ça s'en vient. Donc le paysage, la destruction du paysage, elle est tellement évidente que j'insiste pas. Bergugno est un amoureux profond du paysage, surtout de son paysage natal et de la Corrèze. Je donne juste une note, mais j'aurais pu en tirer 100. La pleine lune brille au ciel noir lorsque je vais rechercher l'autoroute du Sud. Bergugno, c'est un écrivain des lieux, et il est très très sensible à l'impersonnalité des lieux, par exemple l'autoroute, les aérogares ou les gares tout simplement. Donc peu rassuré, dit-il, de me risquer sur cet axe. Je roule lentement tant que dure la nuit parmi les camions. Je vois mal. Je pensais découvrir de nouveaux paysages et c'est le même non-lieu, le décor autoroutier uniforme qui glisse à mes côtés. Il n'y a que les noms sur les panneaux de signalisation pour suggérer que je ne fais pas du surplace. Comme à ce jeu de fête foraine de mon enfance où l'on s'efforçait de piloter avec un volant, une voiture miniature sous les roues de laquelle glissait un tapis roulant représentant une route et ses abords. Il était rare que je réussisse à rester bien longtemps sur la chaussée. J'avais 10 ans. C'est typique, cette note de Bergugno, en ce que son expérience du présent, de l'autoroute, lui fait revenir à son passé d'enfant pour d'où vient l'archéologie de ce sentiment de non-lieu. Et donc, il voit l'autoroute comme quelque chose qui était déjà présent dans son passé. Et le non-lieu s'infiltre d'ailleurs comme une espèce de contamination profonde de tous les lieux qui, au contraire, serait pour lui sacré. Quels sont ces lieux? Évidemment, la Corrèze, avec toute l'ambiguïté que ça pose, mais en particulier la maison qu'il appelle les Bordes, et qui est la maison d'été. Exemple, il doit y aller, par exemple, en 2011, au mois de début novembre, il doit y aller de manière exceptionnelle, alors que d'habitude, il est censé ne pas y aller, et il entre par erreur à un moment où il ne doit pas dans la maison. Donc, rien d'étrange comme d'arriver en ce lieu au seuil de novembre, seul pour en repartir aussitôt. Nénou a coupé l'herbe ces derniers jours et il flotte une odeur inattendue et très suave de foin. Je décharge la voiture, récupère 2 ou 3 ferrailles dans la salle à manger. Ne me sens pas le courage de passer à l'étage. Ma présence en ce lieu a quelque chose d'irréel, de sacrilège presque. Me sens de nouveau, toujours avec une intensité intacte, l'intrus que j'étais voilà 35 ans lorsque, sous la neige, je suis monté voir la princesse Mandchou, c'est-à-dire sa femme, et que mourir m'aurait très peu coûté. Cela fait 22 ans que ses parents ont quitté cette maison pour nous rejoindre à Gif et s'éteindre peu de temps après. Je ferme religieusement la porte et repars. Et on pourrait dire que cette porte qu'il referme, c'est une porte qui referme autant sur son enfance que sur son propre parcours et que sur les bords. Parce que plus on avance dans le parcours de Bergugno, plus les bords, le temps passé aux bords se restreint. Ils vont même être obligés donc, de ne plus y aller certaines années où il doit s'occuper de sa mère vers la fin des carnets. Et lui-même, pris d'ennui de santé, va progressivement fuir ce paysage où il vit beaucoup trop d'angoisse. Donc, je n'ai pas eu le temps, là, mais je pourrais citer beaucoup de passages dans lesquels il y a un engloutissement de sa conscience dans la matérialité de la Corrèze qui est sauvage, ce pays vert qui l'arrache à lui-même, à son projet de vie qui est formé à 17 ans, et en même temps qui lui redonne une résurrection toujours, parce qu'il a fait toute son œuvre à partir de cette Corrèze. Voilà. Merci. Merci.